Avec Adrea. Adrea Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Plusieurs secteurs de la Haute-Savoie sont placés en vigilance en raison de la sécheresse. Le manque de précipitations de ces dernières semaines affaiblit considérablement le débit des cours d'eau et pourrait menacer la vie aquatique. C'est le cas de la rivière du Chéran, en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, toujours un homme de 70 ans est incarcéré à la prison de Bonneville pour avoir tracé des chemins de randonnée sauvages. C'est illégal, mais la sanction paraît bien excessive à certains par rapport à la faute commise. Et puis nous irons à Proveysieux en Isère. Les habitants du village ont décidé de construire un four à pain au cœur de leur commune, du terrassement à la charpente. Le chantier a été lancé en juillet dernier et mobilise une poignée de bénévoles passionnés, vous le verrez. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. Il n'est pas encore candidat, mais c'est tout comme le discours de François Hollande sur les valeurs de la République avait des airs de campagne aujourd'hui. Un chef de l'État très offensif contre ses adversaires de l'opposition, à commencer par Nicolas Sarkozy. Et puis l'émotion à Belfort au lendemain de l'annonce de fermeture de l'usine d'Alstom. Le constructeur de trains est l'un des fleurons de la ville. Avec ce départ, l'économie locale risque d'être durement touchée. Mais d'abord, cette information que l'on vient d'apprendre, une centaine de personnes sont actuellement coincées dans une télécabine à plus de 3000 mètres d'altitude. Il s'agit de la télécabine panoramique Mont-Blanc qui relie l'Aiguille du Midi à Chamonix, à l'Aiguille Elbronner. Une importante opération de secours menée conjointement avec les secouristes français et italiens est en cours. La liaison mécanique s'est arrêtée en raison d'un croisement de câbles, peut-être dû à une rafale de vent. On parle à présent des vendanges. En Savoie, elles devraient débuter la semaine prochaine. Pour certains cépages, en revanche, la cueillette des raisins commencera dès samedi. Et comme chaque année, il faut trouver dès à présent de la main-d'œuvre. Aurélie Massé, Didier Albrand. Depuis une semaine, le même geste, chaque jour. Sur les coteaux de Saint-Pierre d'Albigny, Julien Viana mesure le taux de sucre de ses raisins, de la malvoisie. Un cépage peu répandu en Savoie, mais généralement le premier récolté. Alors avec ce petit appareil, c'est un réfractomètre, on obtient le degré alcoolique probable et qui est basé sur 1 degré égale 17 grammes de sucre. C'est le degré souhaité, alors on va attaquer les vendanges dans de bonnes conditions. La malvoisie sera cueillie ce week-end, puis à partir de mardi prochain viendra le tour des pinots et des chardonnays. Selon le vin souhaité et le type de raisin, cette cueillette s'échelonnera jusqu'à mi-octobre. Pour les viticulteurs savoyards, la conclusion d'une année pleine de rebondissements. Elle a été compliquée avec beaucoup de pluie au mois de juin. Après, on a eu des fortes chaleurs. Le soleil peut brûler les raisins quand ils sont trop exposés comme ce qu'il y a eu au mois de juillet. Et puis là maintenant on attend la pluie pour faire un peu gonfler les raisins car la sécheresse se fait ressentir. Au Pôle emploi de Montmélian, le recrutement des vendangeurs vient de démarrer. Poste de coupeur ou de cueilleur, chaque jour de nouvelles offres arrivent. Si on se base sur les années précédentes, on était autour de 1000 postes. Et là, les personnes qui repassent par Pôle emploi pour recruter pour les vendanges recrutent à peu près le même nombre de personnes. On a 10 000 postes. La particularité en Savoie, c'est que la plupart, voire la grande majorité des postes ne sont ni logés et la grande majorité ne sont pas nourris non plus. Donc c'est aux personnes qui viennent faire les vendanges de s'organiser pour trouver un logement à proximité. Des contrats de 5, 10, 15 jours, mais attention, ils peuvent s'étaler jusqu'à mi-octobre. Enfin, sachez que les vendanges ne sont pas réservées qu'aux étudiants et aux demandeurs d'emploi. Les fonctionnaires et même les salariés en congé peuvent également tenter l'expérience avec l'accord de leur employeur. Je vous le disais en titre, la sécheresse, on en parle beaucoup en ce moment, est très présente notamment en Haute-Savoie où l'eau se fait rare dans les rivières. C'est le cas pour le Chéran, une rivière située dans les Bauges, avec des conséquences déjà visibles sur la vie aquatique et l'environnement. Ariane Comsavary et Christian Mathieu. Sans eau depuis des semaines, les arbres ont revêtu prématurément leurs habits d'automne. Dans le creux de la vallée, la rivière Le Chéran atteint des niveaux très bas. Une situation presque banale. Là où avant on avait des années exceptionnelles à moins de 1 mètre cube seconde, là maintenant chaque année, systématiquement en été, et voire même des fois en hiver, on descend en dessous du mètre cube. Donc là en ce moment on est à 700 litres seconde et on va certainement encore descendre dans les jours qui viennent. On a perdu 30% du débit moyen du Chéran depuis le début des années 90.
Avec un débit aussi faible, la rivière ne peut plus jouer son rôle de purificateur. En temps normal, elle absorbe les rejets d'une dizaine de stations d'épuration et termine naturellement le nettoyage des eaux usées. Mais depuis quelques semaines, mauvais signe, les algues se développent en nombre. Il y a un moment où la rivière est tellement basse, en fait, comme là en ce moment, où la rivière n'arrive plus. Et là, du coup, avec la lumière, la chaleur, l'augmentation de la température, on va avoir un développement d'algues qui, elles, par contre, vont consommer de l'oxygène, etc. et vont mettre en danger la vie dans la rivière. Première victime, les poissons. Ce pêcheur ne sort plus sa canne à pêche. Dans une eau si chaude, les truites sont en danger. C'est une période naturelle dans l'année. C'est juste que là, elle commence à durer très longtemps. Sur des rivières comme celle-ci, ça peut devenir inquiétant. Les truites, elles sont adaptées pour survivre un petit moment, mais voilà, si ça dure trop longtemps, pour moi, ça peut être une cause de plus importante de la truite cette année. D'ici la fin du mois, la qualité de l'eau et la santé des poissons doivent être contrôlées. On connaîtra plus précisément les conséquences de ce faible débit sur la pollution et l'écosystème aquatique. Fausse alerte à la bombe ce matin devant la préfecture de Grenoble, place de Verdun et à proximité d'une crèche. Les enfants ont d'ailleurs été mis à l'abri. En cause, un colis suspect qui a provoqué l'installation d'un périmètre de sécurité, puis l'intervention des services de déminage. La circulation du tram a été longuement perturbée. Il s'agissait en fait d'une simple mallette à outils. La place de Verdun à Grenoble, d'où est partie cet après-midi la manifestation des enseignants du second degré. Les syndicats appelaient à faire grève ce jeudi pour protester notamment contre la réforme du collège. Et dans le cortège, on a aussi entendu des revendications plus locales. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran. Plus de surveillants pour l'avenir des enfants. En première ligne cet après-midi dans la manif, les enseignants du collège Vercors de Grenoble. Toujours en grève pour obtenir plus de surveillants. À leur côté, une maman et ses 2 garçons, collégiens justement. Par exemple, à la récré, il y a un surveillant pour 400 élèves. Du coup, c'est pas suffisant pour notre sécurité au collège. Après, il y a les surveillants, ils font pas que ça, ils aident les élèves en difficulté. Les manifestants ont des revendications locales mais aussi nationales. La fameuse réforme des collèges ne passe pas. En particulier les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc c'est la politique d'austérité qu'on conteste, c'est pas l'interdisciplinarité en soi, mais ça on en fait. Et pour le coup, même nous, qui faisons de l'interdisciplinarité depuis de nombreuses années dans les bahuts difficiles, je pense que ça se fait beaucoup parce qu'on a besoin de travailler ensemble. Nous, le cadre EPI, c'est plus contraignant qu'autre chose. Cet après-midi, dans les rues de Grenoble, il n'était qu'une grosse centaine. Fallait-il mobiliser en pleine rentrée ? Si on est peu nombreux à défiler, on a le soutien de nos collègues dans les établissements. On y est, on a tous des classes, on a tous eu des réunions de pré-rentrée. On voit bien les effectifs en lycée, toutes les secondes sont à 35, 36. Mon fils vient de rentrer, ils sont hyper nombreux en seconde. C'est pareil dans mon établissement. C'est pas sérieux de prétendre faire avancer les élèves en les empilant par paquet de 35 ou 36. Le cortège s'est dispersé aux portes du rectorat. Certains se sont donné rendez-vous le 15 septembre contre la loi travail cette fois. Social toujours avec une autre mobilisation, celle des salariés de Rectifaz. Ils se sont réunis cet après-midi devant la préfecture de Haute-Savoie à Annecy. Les salariés de cette filiale de Schneider Electric demandent toujours de meilleures conditions de départ. Le site spécialisé dans la fabrication de condensateurs doit fermer en 2017. 96 salariés sont concernés. Je vous propose d'écouter l'interview recueillie par Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Nous, qui serons, pour beaucoup, parce qu'il y aura aussi du reclassement interne, qui seront licenciés, nombreux salariés, la supralégale, l'indemnité de préjudice, aujourd'hui s'élèverait entre 6 000 et 7 000 euros. Or, tous les PSE qu'on a vus par ailleurs, sur des tailles d'entreprise du groupe Schneider Electric, on est plus sur des 40 000 euros, 50 000 euros. Voilà, pour réparer simplement le préjudice. Il ne faut pas oublier que les salariés qui seront licenciés, on a 50 salariés qui ont plus de 50 ans. Près de la moitié du personnel, sur un effectif de 100, ne retrouveront quasiment pas de travail. Il ne faut pas se leurrer. C'est un dossier complexe qui était examiné par la Cour d'appel de Grenoble hier après-midi et hier soir. Le procès en appel du père Dominique Pécou. Le prêtre jésuite grenoblois avait été condamné en première instance à 2 années de prison avec sursis pour des atteintes sexuelles sur mineurs. Le parquet de Grenoble avait fait appel du jugement. Jean-Christophe Solari et Gilles Ragry.
Jusqu'au bout et avec beaucoup d'assurance, il a tout nié. Les viols répétés sur son neveu, prescrits aujourd'hui, les masturbations, les attouchements imposés à une dizaine d'adolescents dont il était pour certains le tuteur. Des faits commis dans les années 90. À peine le père Dominique Pécou a-t-il reconnu des massages. Dans la salle, des familles de victimes ressassent leur colère en silence, trahies par l'ami à qui elles confiaient leur enfant le temps des vacances au ski ou à la mer. Quand vous avez un vieil ami d'enfance, prêtre, qui s'occupe d'enfants qui viennent de perdre leur père, dont la mère est devenue complètement folle, etc. Comment voulez-vous qu'on aille soupçonner ce genre de truc? Sur 9 cas d'agression sexuelle reconnus par le père Pécou dans une lettre au procureur de la République de Grenoble en 2008, une lettre rédigée sur ordre de sa hiérarchie, seuls 3 dossiers ont été retenus par la justice. 3 garçons victimes, considérés comme victimes, et pour 3 garçons, 2 séries de faits, c'est-à-dire 6 faits d'agression sexuelle. Avec la particularité, c'est que ces 3 garçons entendus à la police chez le juge d'instruction disent on ne s'estime pas victime et on n'entend pas se constituer partie civile. Donc ça fait quand même un prétoire bien vide. Un avocat de la défense qui a donc plaidé la relaxe. L'avocate générale a réclamé, elle, la même peine qu'en première instance, 5 ans de prison, dont 2 fermes. Le délibéré sera rendu le 19 octobre prochain. Il est en prison pour avoir créé des chemins de randonnée sauvages. C'est l'histoire de ce septuagénaire de la vallée du Gifre, en Haute-Savoie, qui depuis quelques années traçait des itinéraires en toute illégalité. Condamné à une amende qu'il n'a pas payée, il a été incarcéré à la prison de Bonneville pour 2 mois. Explication Serge Vorette, Cédric Picot. Dans la vallée, vous avez les panneaux de randonnée officiels et puis ceux de Joseph. Un original Joseph qui n'en fait qu'à sa tête et n'a jamais ménagé ses efforts pour, disons, tailler sa route, qu'il offre ensuite à tout le monde. Un travail dantesque. Dire qu'il y avait un pierrier avant, et il a été nous faire un chemin là, sur une quinzaine de mètres. Je ne sais pas le temps qu'il va passer à faire ça. C'est incroyable. Hein. Quand on dit qu'il est passionné, c'est vraiment le mot. Hein. Et puis en plus, il a une volonté d'aller jusqu'au bout, d'être perfectionniste comme c'est pas permis. Au point d'aller marquer les pancartes sur les arbres, là par terre sur la route, enfin même matérialiser le chemin avec des pierres comme une allée de jardin, c'est fou quoi. Fou peut-être, en tout cas l'esprit de Joseph ne colle pas vraiment à l'esprit du temps. Les élus de la vallée ont pris peur, les chemins officiels répondent aujourd'hui à des normes de sécurité, de propriété. Ils ont bien essayé de faire entendre raison à Joseph et même de l'intégrer à leur propre chantier, mais rien n'y a fait. Joseph a continué à tracer sa route sans imaginer qu'elle le conduirait cette fois-ci au tribunal. La personne auteure de l'infraction dénoncée a été poursuivie et donc convoquée devant le tribunal correctionnel de Bonneville où elle a pu faire valoir ses arguments à l'issue d'un débat contradictoire et le tribunal, considérant sa situation, a prononcé à son encontre une peine de 60 jours amende à 3 €. Et donc cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé puisqu'il n'en a pas interjeté appel. C'est donc cette décision qui a dû être mise à exécution le 26 août dernier. 180 € d'amende ou 60 jours de prison, c'est la règle. Joseph a tranché, le voici incarcéré. Une logique toute administrative et judiciaire que tout le monde semble aujourd'hui déplorer, y compris ceux qui ont porté plainte, même s'il est vrai que la personnalité de Joseph est, disons, insaisissable. Pour moi, c'est un petit peu le facteur cheval du sentier sur le secteur. C'est-à-dire que c'est plus qu'une passion, c'est sa vie. Et puis, je lui avais demandé une fois pourquoi il mettait autant d'enthousiasme là-dedans. Il m'a dit, à une époque, je marchais, j'ai eu des problèmes de santé, et maintenant, je m'investis là-dedans, comme ça, je passe moins de temps devant mon ordinateur. Drôle d'époque quand même, où l'on fustige à la fois ceux qui passent trop de temps devant les écrans et ceux qui essayent de s'occuper plutôt sainement. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Un détenu s'est pendu dans sa cellule de la prison d'Éton en Savoie. Ce suicide fait suite à une journée et une nuit tendue dans ce centre pénitentiaire où 8 détenus ont lancé hier une émeute. Article complet à lire sur notre site alpes.france3.fr. Le magazine L'Étudiant a publié son palmarès annuel des villes universitaires où il fait bon vivre et étudier. Cette année, Grenoble décroche la première place. Alors quels sont les points forts de la capitale dauphinoise? Les réponses avec Xavier Schmitt. La capitale des Alpes se hisse au sommet des villes étudiantes devant Rennes et Toulouse qui se partagent la 2e place. Pour établir son classement, le mensuel L'Étudiant a comparé 43 villes en distinguant les métropoles, les grandes villes et les villes moyennes.
15 critères basés sur des données publiques ont été retenus pour cerner les besoins essentiels des étudiants. Parmi les meilleurs indicateurs grenoblois, les transports. Ils décrochent la 3e place des métropoles. Même position au 3e rang pour l'offre de logement aux 58 000 étudiants. Quelques ombres au tableau tout de même, comme le dynamisme de l'emploi. La 15e place seulement, toutes catégories de villes confondues. Bien d'autres atouts expliquent encore le palmarès de Grenoble parmi les villes où il fait bon étudier. Le tissu associatif, la vie culturelle et bien sûr le cadre de vie et ses montagnes. C'est un label d'excellence que vient d'obtenir la maternité de la clinique Beldon à Saint-Martin-d'Air en Isère, le label IHAB. Ce titre récompense les établissements où l'on respecte avant tout le rythme de l'enfant et des parents. Il s'agit aussi là-bas de faciliter l'accouchement sans péridurale. Reportage Céline Aubert, Didier Albrand. Pas encore les yeux ouverts sur le monde. Margot peau contre peau depuis sa naissance, il y a quelques heures. Un accouchement naturel, sans péridurale. Je connaissais la salle d'accouchement vraiment technique, médicalisée en fait. Et là, le fait de voir quelque chose complètement un peu nature, c'est tout autre chose et on se sent bien en fait. Pour son deuxième enfant, cette maman souhaitait vivre une expérience différente. À la clinique Beldon, celles qui le désirent peuvent accoucher sans péridurale dans cette salle physiologique, un peu comme à la maison. C'est un des atouts de la maternité qui vient d'être labellisée IHAB, Initiative Hôpital Ami des Bébés, une distinction obtenue après 4 ans de travail. On a voulu que les gens accèdent à ce qu'ils voulaient et c'est un plus par rapport à ce qu'on a connu avant, puisque dans le début de notre pratique, c'était l'inverse. La péridurale venait de se mettre en place, les femmes découvraient le fait qu'elles ne pouvaient ne pas avoir mal et finalement maintenant elles veulent revenir à quelque chose de plus naturel et physiologique. Et là, il se met bien au sein maintenant, il arrive bien à ouvrir la bouche. Ouais, je vois. Avant, c'était ça qui était un peu embêtant. Le label IHAB, c'est un état d'esprit. Sans le prôner, la maternité favorise l'allaitement maternel, un accompagnement tout au long du séjour et même après. 80% des patientes de la clinique Beldon réussissent ainsi à nourrir leur bébé. Avoir un poste, un temps plein de surcroît de consultante en lactation dans une maternité, c'est vraiment très très rare. Les mamans en sont vraiment ravies. Le nombre de fois où j'ai des mamans qui me disent « vous pouvez pas venir chez moi », c'est drôle. Des méthodes tout en douceur, une approche moins intrusive, la plus zen possible. Ne jamais réveiller le bébé parce que c'est l'heure de faire telle chose, parce qu'au niveau du planning c'est prévu. C'est vraiment, on se sent, enfin voilà, on sent vraiment qu'on nous laisse prendre notre rythme. Et essayer de trouver notre rythme et qu'elle se greffe un peu dessus, quoi. Ça, c'est vraiment appréciable. C'est la première fois qu'un établissement est distingué en Rhône-Alpes. Seules 26 maternités françaises ont obtenu ce label décerné par l'UNICEF et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. À la clinique Beldon, le service de néonatologie a été récompensé aussi. Grâce à ces nouvelles méthodes, les bébés prématurés rentrent plus vite chez eux. Santé toujours avec cette question, faut-il faire une pause dans les greffes du visage? La question se pose après le décès d'Isabelle Dinoir, la première personne à avoir bénéficié de ce type de greffe. Selon l'équipe médicale, sa mort n'est pas liée à sa transplantation, mais les patients le savent, les médicaments anti-rejet affaiblissent les défenses immunitaires. Enquête à Lyon de Sylvie Cozzolino et Sylvie Adam pour notre sujet Grande Région. Sans traitement anti-rejet, aucune greffe n'est possible. Et pourtant, depuis les premiers greffés du rein en 1952 jusqu'à Isabelle Dinoir, première transplantée de la face en Afrique, le traitement immunosuppresseur a toujours été synonyme de risque pour le patient. Et le danger, c'est entre autres le cancer. Isabelle l'avait accepté. Elle a développé 2 cancers, un premier imputable au traitement, mais c'est une autre tumeur qui l'a anéanti. On sait que le traitement immunosuppresseur peut avoir une certaine incidence sur le développement d'infections ou d'exposition à un certain nombre de tumeurs malignes. Or, la tumeur dont elle est malheureusement décédée n'a aucun lien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La littérature médicale, bien évidemment, on s'est penché dessus, ne retrouve aucun lien avec la transplantation, avec le traitement immunosuppresseur, et ce, quel que soit le type de transplantation d'organes. Mais les médecins ne peuvent exclure que le traitement anti-rejet a participé au développement du cancer qui a emporté Isabelle.
Ces traitements, qui visent à supprimer l'immunité pour éviter le rejet du greffon, sont une spécialité des médecins lyonnais depuis les années 60. Il faut trouver le traitement qui soit le plus modéré possible, mais qui évitera le rejet. Ceci est relativement aisé pour les greffes de rein, parce qu'un traitement immunosuppresseur modéré suffit. C'est plus difficile pour des greffes de visage ou des greffes d'avant-bras, où il faut diminuer davantage l'immunosuppression. Et donc, dans ces cas-là, on aura plus de risques d'infection ou de cancer. 36 personnes ont été greffées de la face dans le monde. 6 sont décédées. De sombres statistiques alors que la vie de ces patients n'était pas en jeu. C'est un traitement qui est en cours d'évaluation par des protocoles de recherche cliniques, par des protocoles de recherche expérimentale. On ne peut pas dire qu'on va poursuivre ou arrêter les greffes de carte parce qu'il y a eu 6 décès, mais ça interroge effectivement sur le rapport bénéfice-risque de tous ces patients. Oui, ça interroge. Le risque de cancer chez les greffés de la face ou des mains est de 30%. On va aller à Provézieux en Isère. Maintenant, les habitants de ce petit village de Chartreuse ont décidé de construire un four à pain au cœur de leur commune. Bernard Portugal, Gilles Ragri. C'est une histoire d'amitié, de passion et de bonne volonté. Christian, Léon, Raymond ou Bernard, ces bénévoles se sont lancés un défi de taille, créer de toutes pièces un four à pain dans leur village. Je crois qu'inconsciemment, on a envie de laisser une trace pour nos enfants et nos petits-enfants. Je pense qu'on a trouvé le bonheur. Et où est-ce qu'il est le bonheur? Peut-être qu'il est ici, il me semble. Le bois, les pierres et la terre, toutes les matières premières proviennent de Chartreuse. Et les ouvriers ne comptent pas leurs heures. Il faut poncer, couper, raboter et tout le monde met la main à la pâte. On a essayé de faire une épure pour pouvoir poser dessus les pièces à assembler, les tracer à la verticale, mieux possible. Et puis après, il faut les tailler, il faut faire les mortaises, les tenons. Et puis après, la mise en place. Celle-là, elle mérite le détour. La semaine dernière, on avait 4 anciens qui, bien sûr, ne participent pas parce que du fait de leur âge, ils n'ont pas l'énergie pour ça. Mais 4 anciens qui étaient venus avec une bouteille pour fêter l'événement et nous encourager. C'est super. En Chartreuse, autrefois, les fours étaient omniprésents. Chaque ferme, chaque maison en possédait un. Nano, l'un des doyens du village, se souvient. On faisait des fagots de bois pour faire cuire, chauffer le four. On faisait cuire les gratins, le pain bien sûr, et puis on faisait des pognes, on faisait cuire tout en même temps. Motivés, parfaitement organisés, les compères ont encore du pain sur la planche. Mais le premier gratin dauphinois pourrait bien sortir du four fin octobre pour la traditionnelle fête du village. Je vous rappelle cette information que l'on a apprise juste avant ce journal. Une centaine de personnes sont actuellement coincées dans une télécabine à plus de 3000 mètres d'altitude. Il s'agit de la télécabine panoramique Mont-Blanc qui relie l'aiguille du Midi à Chamonix à l'aiguille Elbronner. Une importante opération de secours a été déclenchée. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Tout de suite, la météo, puis votre édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despin. Excellente soirée.